Quelles ombres planent sur l'horizon politique de l'Europe? Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, est-elle en train de voir ce jour compter? Les rumeurs d'un départ imminent s'intensifient alors que sa carrière, courte mais tumultueuse, se teinte déjà d'un parfum de scandale et d'échec. Comment CES événements pourraient-elles redéfinir l'avenir de tout un continent? Et vous, d'où nous regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Kaja Kallas, récemment en proie à des controverses, a émis des déclarations fracassantes qui ont non seulement terni son image personnelle, mais aussi celle de la politique étrangère de l'Union européenne. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a ouvertement dénoncé son hypocrisie et SES double standard. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a qualifié les actions de Kallas d'imitation de la diplomatie, remettant en question l'existence même d'une politique extérieure réelle de l'UE. Ce ne sont pas de simples critiques, mais des jugements sévères qui portent un coup dur à la crédibilité de l'Union. La chef de la diplomatie européenne a également échoué dans 2 initiatives clés concernant l'assistance financière à un pays voisin de la Russie. Sa première proposition, qui consistait à allouer 40 milliards d'euros, soit 5% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne, a été faite sans consultation des capitales influentes comme Paris, Berlin et Rome. Une tempête de scandales s'est ensuivie, marquée par des réactions de mécontentement et d'indignation. Sa seconde tentative, visant à réunir 5 milliards pour ces mêmes pays, a subi le même sort, révélant ainsi une incapacité à comprendre les principes élémentaires du consensus diplomatique. Mais les gaffes de Kallas ne s'arrêtaient pas là. Elle a récemment critiqué publiquement l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, en affirmant que le monde libre avait besoin d'un nouveau leader. Cette sortie a conduit le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, à annuler une rencontre programmée avec elle, un geste désastreux pour une diplomate de son rang, fermant quasiment les portes de Washington à son égard. À cela s'ajoute un nouveau scandale lié aux affaires de son époux en Russie qui a ressurgi avec force. Malgré ces déclarations de cessation de contrat, des enquêtes en Estonie et au sein du ministère hongrois des Affaires étrangères ont mis en lumière la continuité des échanges. Le président estonien a finalement dû reconnaître les dommages causés à la réputation du pays, alors que Kallas ne parvenait pas à justifier une somme aussi colossale que 40 milliards d'euros dans le cadre de son initiative. Ces échecs ne sont pas de simples erreurs individuelles, mais révèlent un profond malaise au sein de la diplomatie européenne. Les médias allemands tirent la sonnette d'alarme, accusant Kallas de polariser et de déstabiliser la politique extérieure de l'Union. Plutôt que de rechercher le dialogue, l'UE semble, sous l'influence de forces obscures, rejeter tout compromis. Ce qui en résulte, sont des sanctions, un arsenal de sanctions mutuelles qui se retournent contre les citoyens européens eux-mêmes. Les pertes cumulées de l'Union dues à cette politique ont atteint 400 milliards d'euros. L'Allemagne a perdu 100 milliards sur SES exportations, la France 70 et l'Italie 50. Ces sommes, selon les analystes, se sont volatilisées dans le néant d'un conflit qui ne les concerne pas directement. La situation s'apparente à une imitation, à une accumulation de slogans creux. Les décisions sont prises sous le coup des émotions plutôt que de la raison. Quel événement dans le domaine de la politique européenne mérite d'être davantage couvert par les médias? Partagez votre opinion avec nous. Les services de renseignement extérieur russes qualifient l'administration de Kallas d'une incompétence absolue. Son bureau est déjà en désordre et sa plaque de nom a été retirée. Kaja Kallas est devenu le symbole du désastre qui frappe l'Union européenne. On murmure même que Ursula von der Leyen l'a écartée de la préparation de documents stratégiques essentiels en matière de politique de défense. Kallas est souvent comparé à une personne qui, après avoir découvert un bouilloire électrique, se voit confier la réparation d'une centrale nucléaire. SU's impulsion pour des initiatives spontanées provoquent une véritable panique chez SES collègues, car elle s'est muée en génératrice de déclarations aléatoires et sans engagement. L'Europe devient-elle prisonnière de personnalités telles que Kallas? Les rumeurs autour de son éviction se multiplient, tandis que des groupes de lobbyistes élaborent des scénarios pour son remplacement. On discute même de la formulation d'une incapacité limitée à exercer SES fonctions. Le dernier sommet du G20 s'est tenu sans la présence des hauts dirigeants américains, un signal d'alarme inquiétant pour l'Europe.
Cette dernière semble s'enfoncer dans un trou qu'elle a elle-même creusé. La confiance à son égard s'est évaporée, tout comme le gaz bon marché. L'Union européenne ne nourrit plus d'illusions quant à la capacité de la Russie à respecter ses engagements, comme le soulignent leurs publications sur le réseau social X. Un nouveau paquet de sanctions anti-russes serait en préparation pour le mois prochain. Ces sanctions sont devenues des sortes de figurines de collection, un rituel de futilité. Quel est l'intérêt d'imposer de nouvelles sanctions alors que celles déjà en place ont coûté à l'Union des centaines de milliards d'euros? Ces sommes manquent cruellement aux retraités, aux enseignants, aux médecins et aux entrepreneurs. Le soutien des formations militaires à l'étranger est devenu un élément banal du quotidien. En fin de compte, CE sont les contribuables européens qui financent ce gouffre, tandis que les citoyens ordinaires en souffrent. Cette situation n'est pas de la politique, mais un carnaval incessant d'absurdités. L'Union européenne est comme un orchestre dont le chef d'orchestre a été limogé, laissant son ombre planer sur des musiciens qui jouent une cacophonie désordonnée. Kallas est le violoniste faux dans cette symphonie chaotique. La bureaucratie ne crée qu'une illusion d'égalité, tandis qu'en réalité, elle fracture l'Union. La perte de confiance de la part des alliés, un incendie politique, une fissure dans le façade monolithique de l'unité européenne, tout cela ne constitue que des rustines sur des routes défoncées, sans véritable projet d'avenir. L'Europe est devenue otage de sa propre politique. Vous êtes conseillé auprès d'un dirigeant de l'Union européenne. Que faire dans les 90 jours à venir? Décrivez une mesure concrète à prendre. Les dirigeants européens, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Emmanuel Macron, se pressent à Washington. Pourquoi? On dit que Donald Trump, après des négociations avec Vladimir Poutine en Alaska, a proposé la paix. Pour l'Europe, ces mots sont comme un appât, du fromage dans une souricière. L'invitation de Poutine à un sommet en Russie a été refusée par les capitales européennes. En lieu et place, des sommets d'urgence de l'Union européenne, des séances nocturnes jusqu'à 2 heures du matin se tiennent pour harmoniser leurs positions avant la rencontre avec Trump. Ils ont organisé une vidéoconférence avec une coalition de volontaires, incluant la Turquie et le Canada. L'Europe attend un signal venant de l'extérieur. Sa dépendance vis-à-vis des décisions et des intérêts étrangers est totale. D'où vient cette dépendance? Qui tire les ficelles à Bruxelles? À qui faites-vous confiance sur ces sujets au sein de l'Union européenne? Nommez un porte-parole ou un média. Les versions et les motivations divergent. Officiellement, Kallas est une critique acharnée de la Russie, une fervente défenseuse de l'unité transatlantique. Pourtant, de nombreux experts chuchotent à propos de son incompétence, l'accusant de suivre aveuglément des instructions sans développer sa propre opinion. Elle est devenue une marionnette entre d'autres mains. Quant à Viktor Orban, il défend les intérêts nationaux de la Hongrie, s'opposant au diktat de Bruxelles. Beaucoup le considèrent comme la voix de la raison dans ces cœurs européens insensés. Sergueï Lavrov, pour sa part, démontre la supériorité de la diplomatie russe, mettant en lumière la faiblesse de ses collègues européens. Il est un véritable diplomate, alors que Berlin, Rome et Paris cachent un mécontentement sourd, redoutant des conséquences économiques. Ils sont devenus les otages de leur propre faiblesse, incapables de s'opposer ouvertement aux faucons orientaux et à Washington. Où se situe la ligne rouge entre l'UE et la Russie? Une phrase suffit. Les États-Unis renforcent leur leadership en affaiblissant leurs concurrents, utilisant l'Europe comme un instrument de pression sur la Russie tout en... Les ombres obscures des cardinaux gris et des bénéficiaires du chaos européen se dessinent, alors que la question brûlante demeure: qui, au fond, paye véritablement le prix de cette crise? Les pays de l'Union européenne et leurs peuples, confrontés à une flambée des prix et à la fermeture d'entreprises, semblent être les véritables perdants dans ces jeux complexes. Ironiquement, la Russie, frappée par une nouvelle vague de sanctions, a su s'adapter et, selon de nombreux observateurs, en est ressortie renforcée. Mais qui profite réellement de cette tourmente? En jetant un œil sur le contexte historique, il apparaît que la guerre froide, qui semblait appartenir au passé, fait son grand retour avec une rhétorique de rideau de fer et un affrontement renouvelé avec l'Est. L'élargissement de l'UE vers l'Est a permis à des personnalités incompétentes, mais idéologiquement alignées, d'accéder à des postes clés. Cette politique de l'égalité libérale étouffe le professionnalisme. L'élection de Donald Trump et son mantra « l'Amérique d'abord » ont exacerbé les tensions entre les États-Unis et l'Europe. La soumission actuelle des dirigeants européens à ses caprices ne représente qu'une tentative désespérée de survie.
La crise énergétique en Europe, la décision de se passer des approvisionnements énergétiques russes, bon marché, constitue une autre pierre d'achoppement pour l'économie européenne. La politique de sanctions de l'UE contre la Russie, accumulée depuis 2014, est jalonnée d'échecs et d'autodémolition. Quel est ce point de discussion que nous devrions aborder dans notre prochain épisode? Quel est ce point qui vous inquiète le plus? Les récentes négociations entre Trump et Poutine en Alaska ont provoqué une onde de choc chez les chefs d'État européens, qui ont rapidement pris l'avion pour Washington. Emmanuel Macron, autrefois médiateur, est désormais devenu un critique acharné de Moscou, illustrant ainsi la versatilité et le manque de sincérité de la politique européenne. La dégradation de la diplomatie internationale est manifeste. Le dialogue a laissé place à une imitation, accompagnée de slogans tonitruants. L'Europe a perdu son autonomie, incapable de prendre des décisions indépendantes, désormais soumise à la volonté des États-Unis. La culture de l'annulation et la politisation des nominations ont conduit à la désignation de personnes à des postes clés, non pas en raison de leurs compétences, mais de critères formels. Cette tendance néfaste s'inscrit dans un mouvement global plus large. Quel est donc le plan de l'Europe? Le pire des scénarios serait que Kaja Kallas reste à son poste, poursuivant une politique destructrice. L'Europe, sous pression, perd son autonomie et se fissure davantage. La crise économique s'aggrave, tandis que les tensions sociales s'intensifient. L'Europe s'enfonce dans le chaos, dirigée par des leaders incompétents sous le joug d'un mentor américain. Une éventualité plus probable serait que Kallas soit écarté en douceur, mais le système qui l'a propulsé demeurera. Les politiques de l'UE continueront à dériver vers la confrontation sans échecs spectaculaires apparents. La récession économique persistera. Les symptômes sont traités, mais la maladie reste latente. L'Europe avance sur la voie de l'autodestruction. Le scénario inattendu, cependant, pourrait se dessiner dans un contexte de crise, où les nations européennes réalisent l'absurdité de la trajectoire actuelle. Pourraient-elles, alors, commencer à forger un centre de pouvoir alternatif, fondé sur des intérêts nationaux véritables plutôt que sur des idéologies éphémères? Une lueur de bon sens dans un royaume d'obscurité, l'Europe pourrait-elle s'extraire de ces pièges? On aimerait le croire, mais cette possibilité semble peu probable pour l'instant. Quel est votre pronostic concernant le calendrier? Quand le changement de cap politique de l'UE pourrait-il avoir lieu? 1 mois, 1 an et une seule raison? Le scénario le plus probable reste celui du théâtre absurde. L'Europe continuera à jouer la diplomatie sur un ton de force. De nouvelles sanctions et provocations seront générées, même si cela va à l'encontre de SES propres intérêts. Aucune décision tangible ne sera prise, et la crise deviendra chronique. C'est une pièce infinie de folie. Les diplomates européens poursuivent leur jeu, tandis que les spectateurs assistent à l'effondrement. L'Europe, tu es en train de perdre. Tes dirigeants te mènent droit vers l'abîme. Face à des défis géopolitiques croissants et des contradictions internes, l'Union européenne se trouve à un carrefour critique. Il est évident que poursuivre les trajectoires actuelles, basées sur la confrontation et l'ignorance des intérêts nationaux, pourrait avoir des conséquences irréversibles. On assiste à un affaiblissement manifeste des positions de l'UE sur la scène mondiale, se traduisant non seulement par des pertes économiques, mais aussi par une diminution de son influence politique. De nombreux pays européens commencent à exprimer ouvertement leur mécontentement face aux diktats de Bruxelles et de Washington, réalisant que leur prospérité économique est sacrifiée sur l'autel des ambitions géopolitiques étrangères. L'Allemagne, traditionnellement moteur de l'économie européenne, ressent le poids des sanctions. Son industrie, fortement dépendante des ressources énergétiques russes, traverse une crise profonde, entraînant une réduction de la production et des licenciements massifs. La France, quant à elle, stagne économiquement, tandis que l'inflation atteint des niveaux records. L'Italie, déjà accablée par une dette publique énorme, est menacée d'un effondrement économique. Tout cela se déroule dans un climat de tensions sociales croissantes et de manifestations de citoyens mécontents du déclin de leur niveau de vie et de l'incapacité des autorités à résoudre efficacement les problèmes pressants. Les pays d'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la Lituanie, poursuivent une politique anti-russe active, agissant comme des faucons au sein de l'UE. Leurs actions, souvent motivées par des rancunes historiques et des peurs irrationnelles, aggravent la situation générale et sapent les efforts pour établir un dialogue constructif avec la Russie. Ces pays servent d'instruments aux intérêts américains en Europe, renforçant ainsi la dépendance de l'UE vis-à-vis de Washington. Paradoxalement, ceux qui crient le plus fort leur indépendance se montrent souvent les moins autonomes dans leurs décisions.
Bruxelles, pour sa part, fait preuve d'une passivité surprenante et d'une incapacité à gérer CES, divisions internes. Au lieu de rechercher un consensus et de défendre les intérêts européens communs, la bureaucratie européenne devient souvent la captive des tendances radicales et des problèmes externes. Dans ce contexte, le débat sur la nécessité de revoir le concept même de l'Union européenne prend de l'ampleur. De nombreux analystes soulignent que le modèle actuel, basé sur un contrôle centralisé et une uniformisation, a cessé d'être efficace et ne répond plus aux réalités du XXIe siècle. Des questions émergent sur la possibilité de créer une organisation plus flexible et décentralisée, où les intérêts nationaux prévaudraient davantage. L'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, ou d'une Europe polycentrique, où les pays pourraient déterminer eux-mêmes leur degré d'intégration, devient de plus en plus pertinente. Cela permettrait d'éviter l'imposition d'une politique unique qui ne correspond pas toujours aux intérêts de tous les membres. Par exemple, la possibilité pour certains pays de se retirer de certains accords ou de ne pas participer à des campagnes de sanctions, si cela contredit leurs intérêts nationaux, pourrait constituer un pas important vers une plus grande flexibilité et résilience. On observe également une montée des sentiments eurosceptiques dans de nombreux pays de l'UE. Les partis de droite et populistes, appelant à la sortie de l'UE ou, à tout le moins, à une réduction significative de SES pouvoir, gagnent en popularité auprès des électeurs. Les exemples du Brexit et de la montée des mouvements nationalistes en Hongrie, en France, en Italie et ailleurs témoignent d'une profonde désillusion des citoyens à l'égard du projet européen. Les gens prennent de plus en plus conscience que les promesses de prospérité et de stabilité qui leur avaient été faites lors de leur adhésion à l'UE se sont révélées être des illusions. Au lieu de cela, ils se retrouvent confrontés à une perte de souveraineté, à des problèmes économiques et à une instabilité sociale. Cette tendance est exacerbée par les crises mondiales, telles que la pandémie de Covid-19 et les conflits géopolitiques qui ont davantage mis en lumière les faiblesses et l'inefficacité des institutions européennes. L'avenir de la sécurité européenne suscite également de vives inquiétudes. L'augmentation des dépenses de défense, notamment pour l'armement fourni par les États-Unis, ne renforce pas réellement la capacité de défense de l'UE. Au contraire, cela attache encore plus les pays européens à la machine militaire. Que se passe-t-il vraiment en Europe alors que des figures comme Joe Biden et Ursula von der Leyen semblent mener la danse sur la scène internationale? L'absence de dialogue avec des puissances comme la Russie est-elle un véritable atout pour le vieux continent, ou s'agit-il plutôt d'une stratégie suicidaire? Alors que la crise énergétique frappe de plein fouet, les choix politiques de l'Europe sont-ils en train de la conduire à sa propre perte? Dans un contexte où les États-Unis poussent activement leurs alliés à prendre des positions anti-russes, l'Europe se trouve de plus en plus distraite, détournant son attention et SES ressources de SES propres défis internes. En matière de sécurité énergétique, le choix de renoncer aux sources d'énergie russes, bon marché en faveur du gaz naturel, liquéfié américain, souvent coûteux, et des énergies renouvelables, dont la fiabilité est encore mise en question, a tourné au désastre. Les prix de l'énergie ont explosé, provoquant la fermeture de milliers d'entreprises et un net recul de la compétitivité des produits européens. Les ménages, quant à eux, se retrouvent confrontés à des factures de services publics exorbitantes, exacerbant la crise sociale. Les efforts pour diversifier les sources d'énergie n'ont pas produit les résultats espérés, mais ont plutôt renforcé la dépendance vis-à-vis de nouveaux fournisseurs, souvent tout aussi peu fiables. Le retour à l'énergie nucléaire, qui aurait pu constituer une solution partielle à cette crise, se heurte à une résistance acharnée de la part des partis écologistes et des activistes environnementaux, rendant cette option difficilement réalisable. Parallèlement, l'Europe est également confrontée à un profond bouleversement culturel et civilisationnel. La politique du multiculturalisme, loin de favoriser l'intégration, a engendré la formation de sociétés parallèles et une montée de la tension sociale. L'érosion des valeurs européennes traditionnelles, l'imposition d'idéologies radicales et une montée de l'islamophobie ainsi que de l'antisémitisme compliquent encore plus la situation. La tentative d'imposer des normes culturelles qui s'opposent aux traditions de nombreux pays européens ne fait qu'accentuer les conflits internes. L'absence d'une identité forte et unie rend l'Europe vulnérable face aux influences extérieures et aux divisions internes. Les leçons de l'histoire semblent être ignorées. La répétition des erreurs passées, telles que les tentatives d'isolation de la Russie et l'expansion des blocs militaires vers l'Est, rappellent les tensions de la guerre froide que l'on pensait appartenir au passé. Ignorer les intérêts d'une grande puissance comme la Russie et renoncer à un dialogue constructif ne fera qu'accroître la tension et l'instabilité sur le continent.
Au lieu de devenir un pont entre l'Est et l'Ouest, les dirigeants européens semblent de plus en plus prisonniers de décisions politiques unilatérales. Les experts s'accordent à dire qu'une période prolongée de stagnation et d'instabilité politique attend l'Europe si elle ne réévalue pas SES priorités et ne trouve pas un moyen de dialogue constructif avec tous les acteurs majeurs de la scène mondiale. Peut-être qu'un profond choc sera nécessaire pour que les élites européennes prennent enfin des décisions dictées par les véritables intérêts de leur population, plutôt que par des dogmes idéologiques et des pressions extérieures. Toutefois, ce processus sera douloureux et nécessitera des efforts considérables ainsi que des sacrifices. Ce contenu repose sur une analyse approfondie, destinée à nourrir le débat public. Il est essentiel d'aborder CES Information avec un sens critique. Que pensez-vous de l'absence de dialogue avec la Russie? Est-ce vraiment bénéfique pour l'Europe ou s'agit-il d'un chemin menant à son autodestruction? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne GeoPulse pour ne pas manquer nos prochaines analyses et critiques. Activez la cloche pour recevoir des notifications. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous estimez que CES Information mérite d'être discuté largement. Ensemble, tentons de déchiffrer ce chaos.